Bonjour tout le monde, merci infiniment d'être présent aujourd'hui, d'être là au rendez-vous. Très heureux d'être avec vous moi-même. Mon nom est Stéphane Bellavance, je serai donc l'animateur de ce panel. Les données au service de l'innovation en mobilité urbaine durable et intégrée. C'est organisé par l'Autorité régionale de transport métropolitain et le Conseil régional de l'environnement de Montréal, mieux connu sous le nom de CRE Montréal. J'adore ce mot, CRE Montréal. J'ai rêve d'y travailler. Alors, c'est dans le cadre de la campagne J'embarque qui dure tout le mois de septembre, et ce, à chaque année. Alors, c'est pour faire rayonner les projets et les gens qui s'impliquent dans la mobilité durable et intégrée. Et ça dure tout le mois de septembre. Et ben voilà, on veut remercier les partenaires qui font en sorte que cette campagne a lieu. Alors, l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'Agence de mobilité durable de Montréal et ses alliés, la Fondation du Grand Montréal et Montréal physiquement active. Voilà pour les partenaires. Très heureux d'être là. La majorité des animateurs commencent tout le temps en disant « très heureux d'être là ». C'est comme un cliché. Mais là, ça n'en est pas un cette fois-ci parce que j'ai été invité à animer le balado « Et si on se déplaçait autrement » fait avec la RTM. Et j'ai donc plongé pendant 4 épisodes et de longues discussions avec des spécialistes, dont certains sont ici d'ailleurs. On a échangé ensemble et d'autres ailleurs dans le monde, dans ce merveilleux monde de la mobilité intégrée. Et en tant que banlieusard assumé et dépendant de ma voiture, j'ai été brassé un peu et je vois l'avenir autrement maintenant. Je vois qu'éventuellement, je reviendrai ici et je ne vais pas me stationner là. Peut-être que je me stationnerai plus du tout un jour pour venir au centre-ville de Montréal. C'est de ça dont on va discuter aujourd'hui en parlant essentiellement des données. Et je veux vous présenter d'abord les gens, les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Monsieur Sylvain Perras, directeur exécutif technologie de l'information à la RTM au bout juste là. Ludwig Desjardins, directeur exécutif modélisation, organisation et développement des réseaux à RTM. Vincent Dionne, chef exploitation des données massives STL. Marco Viviani, vice-président développement stratégique Communauto. Et Martin Trépanier, professeur titulaire Polytechnique Montréal, titulaire de la chaire en transformation du transport et directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport, mieux connu sous le nom de CIRELT. Voilà. Alors, juste avant de commencer la discussion avec nos panélistes, on a une vidéo à vous présenter. Alors, DJ après la musique, voici les images. Nos habitudes de déplacement sont en pleine évolution. Alors que l'offre de transport collectif se diversifie, d'autres modes alternatifs, comme le vélo et l'autopartage, gagnent en popularité. Nous repensons notre façon de nous déplacer, notre utilisation du véhicule privé, en cherchant des solutions de transport plus avantageuses et durables de répondre à nos besoins variés. L'ARTM et ses partenaires, dont EXO, ARTL, STL, STM et Ville de Montréal, planchent sur un projet structurant de services de mobilité intégrés qui vise à regrouper l'offre de transport collectif et alternatif au sein d'un guichet unique. Au cœur de ce service, le citoyen pourra planifier son itinéraire selon ses préférences en choisissant parmi une offre de transport qui combine de façon intégrée plusieurs modes efficaces et durables. À partir d'un compte personnel, accessible facilement en ligne ou via un service à la clientèle, il pourra acheter ses titres de transport et accéder à ses réservations. Les données ainsi générées permettront d'optimiser et de bonifier l'offre de services pour répondre aux besoins diversifiés de tous les citoyens. À terme, l'objectif est d'accroître l'achalandage du transport collectif, d'encourager le transfert modal des automobilistes vers des modes durables, ainsi que de réduire la congestion routière et l'empreinte environnementale de nos déplacements. Dans les prochaines années, c'est donc tout l'écosystème qui se mobilise pour faire avancer la mobilité durable intégrée au bénéfice des générations d'aujourd'hui et de demain. Pour plus d'informations, visitez le site web de l'ARTM. Alors, voici comment ça va fonctionner. J'ai quelques questions ici pour mes panélistes qui vont s'exprimer à tour de rôle et peut-être même en même temps. On a vu un débat dernièrement. Voici que ce soit moins houleux cette fois-ci. Et à la suite, il y aura une période de questions en salle seulement. Parce que je dis en salle seulement, vous ne le savez peut-être pas, mais on est présentement live sur Facebook et YouTube. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui nous regardent en ce moment. Alors, soyez souriants. Alors, mais les questions, c'est pour les gens en salle uniquement. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier thème. La première question. Le troisième lien, 4 voies ou 6 voies? Non, c'est pas vrai.
La RTM et ses partenaires ont entrepris un grand chantier pour doter la région métropolitaine d'un service de mobilité intégré. Et avant qu'on se mette à parler des données qui sont essentielles dans ce projet-là et le partage des données, est-ce qu'on peut peut-être revenir en arrière et expliquer un peu en quoi consiste le projet et quelles seront les retombées? Je commence avec vous, M. Perras. Merci, Stéphane. Oui, il y a un petit bouton dessus, je pense. Merci, Stéphane. Ah, voilà. Donc, effectivement, la RTM et ses partenaires ont initié un projet qui s'appelle le projet Concerto, qui est un projet... le concept qu'on connaît tous, c'est Mobility as a Service. En français, le nom qu'on a choisi, c'est Mobilité servicielle, donc peut-être moins familier un peu. Donc, c'est quoi ce projet-là? À la base, c'est vraiment de mettre en place un guichet unique. Pardon, un guichet unique qui va permettre d'intégrer pour les usagers à la fois le transport en commun, donc le métro, le bus, etc., le train, mais aussi les modes alternatifs, donc le covoiturage, l'autopartage, le taxi. Ça peut être le transport à demande, donc les différents modes qu'on peut imaginer, et les modes actifs, donc simplement la marche, le vélo. Donc de mettre en place un guichet unique. Puis évidemment, l'idée c'est d'offrir tous ces services-là via une plateforme, donc par exemple d'avoir une application mobile, de pouvoir avoir la capacité de faire différents trajets. Donc moi je vais me rendre à une destination, mais je peux combiner, je peux prendre différents modes, d'être intermodal, puis de combiner ces différents modes-là comme tels. C'est un projet donc, qui est travaillé conjointement avec plusieurs partenaires, mais il y a tout un défi de partenaires. Donc aujourd'hui, on travaille avec la Ville de Montréal, on travaille avec la STL, avec la STM, la RTL, on travaille avec EXO. Et déjà, on a commencé à travailler notamment avec Communauto. Mais demain, c'est vraiment de travailler avec les différents opérateurs et les autres joueurs du milieu, puis de mettre en place ce modèle-là. Puis il y a toute une notion de modèle d'affaires, donc comment on va travailler par rapport à ça. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Ça comprend pas seulement la partie plus visible, donc la plateforme, mais il y a tout le volet de données, donc de mettre en place également un hub de données, d'avoir un mécanisme là, de partage entre les différents partenaires de la solution. Si jamais au cours de ce panel, ça risque de m'arriver peut-être plus souvent qu'à vous, parce que je crois que vous êtes un public averti dans le domaine, mais si jamais il y avait un mot, un acronyme que vous ne connaissez, gênez-vous pas lever la main. J'irai vous voir, on posera la question, sinon je le ferai moi-même. Et là, je vais passer la parole à Ludwig Desjardins maintenant, parce que des données, on vient de le parler, les différents partenaires vont se tenir la main pour avancer dans ce projet-là, mais vont aussi échanger de données, et on parle de beaucoup de données. Oui, tout à fait. En fait, il y a plus, si je veux sursimplifier, comme je ne suis pas un expert en données, à la base, j'ai un passe-droit pour sursimplifier les choses. Heureusement que ce n'est pas un débat parce que je suis bien entouré en termes d'experts en données comme tel. Si je simplifie un peu comment on peut utiliser ça, Sylvain a bien expliqué le bénéfice là, du point de vue peut-être de la clientèle là, perçue avec un outil comme ça, qui va avoir accès à des options, à la tarification, différents tracés et autres. Il y a un niveau qui touche l'exploitant, c'est certain, dans comment il peut réagir au niveau opérationnel pour répondre aux besoins, dans ce qu'il va constater là, par la donnée qu'il va avoir un peu en temps réel. Puis de notre point de vue, en fait, de celui de mon groupe, c'est davantage comment on peut utiliser ça pour peut-être mieux planifier à moyen et long terme. Peut-être un des avantages qu'on peut voir évident, là, un bénéfice, c'est qu'actuellement, on travaille beaucoup quand on se projette dans le temps, quand on analyse, par exemple, un grand projet dans 10-20 ans, qu'est-ce qu'il va rapporter comme retombée. On s'appuie beaucoup sur des données qu'on va chercher avec des enquêtes. On appelle ça des enquêtes origine-destination, pour ceux qui sont moins familiers, où on va reproduire, si on veut, comme une journée type de déplacement dans la région. En général, ça va être une journée, en fait, on utilise toujours une journée d'automne, parce que c'est là qu'il y a le plus de déplacements. Ce que ça nous amène, une approche comme ça, c'est que ça nous amène un complément de données qui vont nous amener davantage un historique en temps réel, mais qu'on va reproduire en historique. J'utilise souvent le parallèle avec une photo là, qu'on a actuellement. On travaille avec des photos. On va davantage travailler avec des vidéos. Donc, c'est comment nos outils vont s'adapter à ça qui pose un défi, là, mais on pourra y revenir un peu plus tard. Absolument. Je vais passer la parole à M. Dionne, maintenant de la STL. Ce grand projet-là, c'est conçu pour les usagers, c'est ce que je comprends. Tout à fait, tout à fait. Puis peut-être j'aimerais ça, pour le bénéfice de tout le monde, faire l'analogie du cocktail, parce que la mobilité intégrée, ça existe depuis longtemps sous le nom du cocktail transport. Le cocktail transport, c'est quoi? Bien, c'est une option qui a pour objectif d'inciter les gens qui utilisent leur voiture à venir utiliser la panoplie de modes qui s'offrent dans la région. La difficulté avec le cocktail, présentement, c'est que le client, il faut qu'il aille acheter chacun de ses ingrédients un par un. Un peu de communauto, ensuite, il faut qu'il aille chercher son Bixi, ensuite, il faut qu'il aille chercher son transport en commun.
L'idée de la mobilité intégrée en 2022, c'est de dire, bien, on va penser à ta recette en fonction de tes besoins, tes contraintes, on va t'en offrir une. Puis ensuite, bien, tu vas consommer ton déplacement avec tous les ingrédients, puis on va te donner juste une facture. Ça, c'est super. Puis ce que je voudrais rappeler, c'est que c'est les objectifs. T'sais, l'objectif, c'est de sortir, évidemment, diminuer la congestion, diminuer les GES. Et si on réussit à faire ça, on va avoir atteint notre objectif. Le défi, c'est de réussir à avoir une complémentarité qui va dans le sens de ces objectifs-là. Puis là, je donne un exemple. Si, par exemple, on a un citoyen qui décide de délaisser le transport en commun pour aller prendre le taxi ou comme une auto, est-ce qu'on va vers les objectifs qu'on souhaite avoir de diminution de GES, congestion, etc.? Bien, pour se fixer des bons objectifs, pour être capable de les mesurer, ça prend une bonne planification. Puis cette planification-là, ça passe nécessairement par des données qu'on va devoir justement partager entre nous. Puis bien, j'y reviendrai, comment on va pouvoir les utiliser, puis qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les partager. Quand on parle de mobilité intégrée, ça veut donc dire qu'il y a plusieurs modes de transport. La voiture va en faire partie. Et juste de dire cette phrase-là, j'ai l'impression qu'on vient de se donner un coup de main pour convaincre tout le monde de peut-être embarquer dans ce projet-là, parce que les gens sont immensément attachés à leur véhicule. On a l'impression qu'on a là une solution à tous les modes de transport et une facilité, alors que c'est peut-être pas le cas quand on analyse en détail. Je suis allé sur le site de CAA pour voir combien me coûte ma voiture à chaque jour. Il y a ce calculateur-là. J'ai déchanté un petit peu. Et donc, la voiture va faire partie de ce projet-là, donc comme une auto, et va faire aussi partie de ce projet-là. Et je voudrais entendre M. Marco Viviani sur ce sujet-là. Premièrement, évidemment, on est très content du projet Concerto. Je pense qu'on n'a jamais été si proche, même si on est encore un peu loin de l'objectif. Mais ça fait beaucoup d'années qu'on travaille autour de ce projet, de cette idée de mobilité intégrée et d'aller plus loin, évidemment, vers la mobilité servicielle, donc toute la partie paiement, toute la partie intégration des modes sur la même plateforme. Ça vaut pour l'autopartage, mais ça vaut aussi pour les autres modes autour du transport en commun. Ce sont des modes qui font du sens s'ils complètent une offre de force du transport en commun. Et vice-versa, ils peuvent apporter au transport en commun une sorte de fidélité parce que on a moins besoin de notre auto personnelle et donc on est moins dépendant d'une auto et on peut passer d'un mode à l'autre plus simplement. C'est le classique exemple qu'on fait. Quand tu n'as pas d'auto, prendre un taxi à Montréal, une journée qui fait moins 20, c'est moins difficile que pour quelqu'un qui a sa voiture quand même stationnée en bas de chez lui. Et donc, ça, c'est le rôle. Et il y a un constat que nous, on fait, que culturellement, l'automobile a apporté une logique monomode. Hein? Les gens, la plupart de la population, pensent avec un mode de transport en tête. J'utilise le transport en commun. Je suis un utilisateur du transport en commun. J'utilise le vélo, alors j'aime pas aller sur l'autobus. Et pour la plupart des gens, c'est j'utilise une voiture et ma voiture et c'est fini. Alors, essayez de visualiser, de rendre concret la liberté et les avantages que les différents modes de transport nous apportent ensemble, c'est la clé. Je pense que la plupart des gens qui sont ici, qui connaissent mieux que moi les domaines, c'est la clé quand même pour convaincre le monde à remplacer leur voiture avec un ensemble de modes. Vice-versa, on reste toujours, oui, mais les transports en commun ne répondent pas à mon besoin d'aller au chalet, de faire des courses. Ah, mais l'autopartage ne répond pas à mon besoin d'aller au travail ou de faire un déplacement spontané. Oh, les vélos, si je ne suis pas habitué à faire du vélo, c'est trop loin, etc. Et donc, la réponse devient toujours, j'ai une voiture. Alors, j'espère qu'avec ce projet, on va être capable de faire et de donner aux citoyens un moyen de transport exceptionnel qui va au-delà de ce que la voiture personnelle peut apporter, même pour ceux qui habitent en banlieue. Oh, absolument, absolument. Je me sens complètement concerné par ce projet-là, puis j'ai juste hâte
Bien, d'arrêter de penser que mon auto est la solution à tout. En fait, j'essaie d'être le plus transparent et honnête avec vous aujourd'hui. Je fais partie de ces gens-là. Le défi est immense et on n'est pas en train d'inventer une nouvelle façon de se déplacer, un nouveau mode de transport. Ces modes-là existent déjà, ils sont déjà là, à part peut-être quelques-uns. Je pense à le nouveau REM ou encore la navette fluviale là, avec laquelle on fait des tests depuis quelques années, qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Mais on n'invente pas de nouveaux transports. L'idée, c'est que tous ces modes-là soit plus facilement accessible. Et M. Trépanier, il y a là beaucoup de défis. Oui, absolument. On parle, je suis d'accord évidemment avec ce que les collègues ont dit, mais on parle de transparence aussi auprès des usagers. Donc, transparence au niveau des possibilités de se déplacer, donc les façons de pouvoir faire l'activité, d'aller faire l'activité qu'on veut faire ou à l'endroit qu'on veut le faire. Mais aussi, on essaie de pallier à certaines lacunes de chacun des modes. Le transport en commun a ses forces, des heures de pointe, les différents services. Bon, la nuit, c'est moins ça. Donc, l'autopartage peut aller permettre d'aller faire des déplacements beaucoup plus, par exemple, si on a des charges à transporter ou des achats dans des commerces ou même du tourisme. Hein, on le voit beaucoup chez Communauto. Le vélo partage a aussi ses avantages. Donc, l'idée, c'est de démontrer aux gens que, premièrement, il y a une complémentarité des modes, quelquefois une compétitivité, et qu'on est capable peut-être d'aller chercher ce qu'on a besoin et d'avoir justement un mode de paiement intégré, c'est encore mieux, d'avoir de l'information intégrée. Mais je pense qu'au départ, il faut flexibiliser les façons de se déplacer. Ce qui est souvent le cas justement en banlieue, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Même en transport en commun. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui habite en plein centre de Montréal a beaucoup d'options, donc une flexibilité. Il y a aussi, nous, on appelle ça la qualité, la vulnérabilité des usagers, la diversité. Donc, on parle beaucoup d'équité, diversité, inclusion, mais on en parle aussi en transport. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'avoir une solution où les usagers se sentent en confiance d'avoir accès à des services quand ils en ont besoin ou quand elles ont ou ils ont besoin de se déplacer. Donc, c'est un peu là-dessus. Et les défis, les défis sont plusieurs. On va sûrement en parler le long de la discussion, mais outre les défis technologiques purs et simples qui sont relativement circonscrits, ce sont tous les autres défis au niveau de l'organisation des services, la gouvernance, les questions d'éthique, etc. Puis on va en reparler, je pense, le long de... Absolument, on va y arriver, mais quand je faisais le balado, j'ai amené cet exemple-là à quelques reprises. Je reviens, ça se peut que je vous casse les oreilles avec ma banlieue, mais c'est ma réalité, c'est mon point de repère. Mais c'est vrai que quand on habite en banlieue, l'accessibilité au transport, outre la voiture, il y a le vélo, mais bon, c'est rare que les gens vont au centre d'achat en vélo, à part mes ados, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, j'habite tout près d'un cégep de l'Assomption, à l'Assomption, cégep qui dessert la banlieue. La rentrée vient de commencer, il n'y a plus de place à stationner à l'Assomption parce que tous les étudiants arrivent en voiture. Et rares sont les voitures qui contiennent plus d'un étudiant. Puis je comprends que les horaires de cégep, c'est compliqué. C'est pas toujours évident de faire du covoiturage et tout. Donc, quand un projet comme celui-là arrive, je me dis, peut-être qu'éventuellement, je donne cet exemple-là, mais je suis sûr que vous pensez à plein d'autres dans la grande région de Montréal, où ce genre de projet-là pourrait tout d'un coup avoir un sens pour cette clientèle-là. Revenons aux données, parce que c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Quand on parle des données, je vais m'adresser à vous, M. Perras, de quoi on parle exactement? Quelles sont ces données? On dit qu'il y en a beaucoup, qu'on va les utiliser, que vous devez les échanger entre vous pour amener à terme ce projet-là, mais de quelles données on parle exactement? Bien, effectivement, il y a beaucoup de sources de données. Donc, c'est des choses qui existent déjà. Donc, il y a beaucoup de données, entre autres, sur les différents opérateurs au niveau de comment les gens se déplacent. Par contre, même si l'information existe aujourd'hui, elle n'est pas nécessairement intégrée. Donc, quelqu'un qui part de Longueuil, qui passe par Montréal, qui va à Laval, on a peut-être 3 sources de données, mais on n'a peut-être pas la donnée exacte sur le trajet de la personne comme telle. Donc, il y a des données vraiment au niveau des opérateurs, il y a des données au niveau des municipalités, notamment le réseau artériel, les données géospatiales, qui peuvent être extrêmement utiles au niveau de la mobilité, donc d'adapter la situation en fonction de la météo ou de la congestion. Il y a d'autres partenaires, on pense au ministère des Transports du Québec. Puis il va y avoir aussi, et au fur et à mesure qu'on va mettre ça en place, beaucoup de données sur les usagers eux-mêmes. Ça peut être aussi simple que de dire j'ai des préférences, donc je les mets dans mon application. Mais ça peut être également justement d'analyser toutes ces informations-là, de voir comment les gens se déplacent,
Puis l'exemple qu'on donnait par rapport au cégep, là, on parle des fois de transport à la demande. Bien, plus on comprend ces éléments-là, plus on peut adapter l'offre comme telle. Donc, il y a une multitude de données qu'on peut aller chercher au niveau des usagers. Il y a des sources externes, évidemment. Là. Puis ça offre énormément de potentiel après ça pour comprendre là, les besoins, adapter l'offre, etc. Là, je vais en laisser aux autres, là, mais je dirais qu'il y a énormément de possibilités comme telles. Puis le défi, c'est de les intégrer puis d'être capable de les faire parler avec de l'analytique, etc. T'sais. Et Monsieur Desjardins, l'idée, c'est de mieux connaître finalement les utilisateurs pour pouvoir ensuite leur offrir le meilleur service. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tous très bons pour connaître l'utilisation de chacun de nos services. Là, puis, si l'enjeu n'est pas nécessairement là, c'est dans la mise en commun, l'intégration. Sylvain l'a mentionné. Je vais donner un exemple vécu, parce que nous, on suit beaucoup, comme tous les gens de transport collectif, on suit beaucoup l'impact de la pandémie sur l'achalandage. On suit aussi la reprise de l'achalandage. Cet été, on observait avec le groupe qu'il y a des liaisons qui ne semblent pas très fortes par rapport à d'autres. On aurait anticipé qu'ils étaient plus hautes. En parallèle, on voit des chiffres sur les records du Rêve, les records de Bixi. En réalité, on est habitué de travailler, dans le fond, sur aller pousser très loin ce qu'on tire de nos services en termes de données, mais on est moins habitué à penser intégré comme ça pour expliquer des phénomènes. Donc, c'est un exemple comme ça qui était peut-être facile à identifier, mais plus on a une richesse de données comme ça, mieux on va travailler ensemble, mieux on va pouvoir s'informer peut-être aussi de différents phénomènes d'évolution. Puis quand on pense mobilité intégrée, si on veut répondre aux objectifs là, qu'on a au niveau sociétal, bien, c'est peut-être pas très grave que l'achalandage du transport collectif n'ait pas remonté en juillet parce qu'il faisait très beau et que les gens ont utilisé le vélo. Donc, c'est des compréhensions comme ça vers lesquelles ça nous permet peut-être d'évoluer. Sylvain l'a mentionné, il y a quand même un enjeu méthodologique là, au niveau de la représentativité qu'on va tirer de ça. Les gens qui utilisent un outil comme Concerto, est-ce qu'ils sont représentatifs de la population en général? Il y en a une tonne qu'on ne va pas capter parce qu'ils sont dans leur voiture puis ils ne vont pas nécessairement l'utiliser. Donc ça, c'est un défi qui va se poser au niveau de la représentativité. Puis aussi la masse de données. Est-ce que la masse de données qu'on va avoir, on va bien pouvoir l'utiliser avec les bons outils, bien la comprendre? Il y a le fameux concept d'infobésité là, qui est souvent, ou le phénomène devant Netflix de ne pas savoir quoi regarder pendant 2 heures parce qu'on a trop d'offres. Allez-vous faire comme Netflix, nous suggérer quelque chose? Ou, parce que des fois, ils font ça. Que voulez-vous regarder? En général, ça ne marche pas très bien, la suggestion avec moi. Non, je finis par fermer la télé. on va suggérer. L'idée, c'est ça, d'ailleurs, c'est que l'usager peut dire, j'ai des préférences. On peut analyser, puis ça va être, on dit en blague, mais tout à fait. Mais, M. Trépanier, ces données-là sont essentiellement transactionnelles pour l'instant, mais c'est pas que ça. Là. C'est ça, il y a plusieurs natures aux données actuellement. C'est sûr qu'en transport collectif, la carte à puce, c'est des transactions et on n'a pas nécessairement le lieu de destination parce que quand on rentre dans le métro, on a notre lieu. Mais on a des méthodes en recherche, on travaille depuis longtemps là-dessus, on a des méthodes pour aller déterminer des lieux de destination. Donc, on peut essayer de compléter les données. Mais c'est vrai que chaque opérateur a des données de nature différente, ce qui amène des défis méthodologiques. C'est essayer de les remettre ensemble. Et j'irai encore plus loin comme chercheur un peu de rêver, c'est-à-dire qu'on aurait évidemment des données par exemple, l'utilisation de communautos, l'utilisation du vélo partage, les cartes à puce. Déjà qu'il y a un défi de regrouper tout ça, parce que point de vue éthique, point de vue droit, actuellement, on n'est pas capable même de regrouper, de revenir aux personnes, parce qu'il y a des questions de confidentialité, donc il y aurait déjà un premier défi à ce moment-là. Mais ce serait bien, parce que souvent, en mobilité intégrée, on parle déjà des convaincus, et les gens, on a déjà des clientèles établies, autopartage, vélo-partage, transport en commun. C'est sûr que ces personnes vont utiliser le système s'il est le moindrement pratique. Il faut aller chercher les gens dans leur voiture. Puis là, c'est compliqué. Là, il faudrait aller chercher des jeux de données de gens dans leur voiture, donc peut-être avec les compagnies d'assurance ou d'autres façons, pour être capable justement d'aller chercher, capter ces déplacements-là, puis de proposer à ces gens-là des solutions. Donc là, c'est lancé dans l'air comme ça, mais c'est clair que quand on parle de données, on ne parle peut-être pas juste des données des utilisateurs comme tels. On doit avoir des données sur l'état du système en général. Et je comprends qu'il y a des données qui pourraient être encore plus larges que ça, des événements météo, des événements publics qui pourraient perturber le réseau, qui pourraient tout d'un coup entrer dans le système. Là. Ouais, on a une bonne connaissance de ces éléments-là. Les grandes sociétés de transport ont aussi cette question d'événements, tout ça. On travaille beaucoup sur les
sur les perturbations du réseau de métro, par exemple. Mais le réseau, le réseau routier est perturbé à tous les jours. Il y a de la congestion tout le temps, partout. Les gens ont dans l'imaginaire, ah, le métro est bloqué ce matin. Oui, mais l'autoroute 25 est bloquée depuis à tous les jours. Donc, c'est cette question de perception auprès du public aussi qui va être compliquée. Puis ça, comme chercheur, souvent, on est un peu mal pris là-dessus, mais c'est clair que cette question-là, si on rend transparent, si on aborde les solutions auprès du public, on leur met sur la table des possibilités, des potentialités. Et la question du paiement, parce que c'est bien, ça a été abordé, un paiement transparent, un paiement peut-être à la fin du mois, que l'usager n'ait pas à se poser la question à l'avance de tout ce qu'il doit acheter comme titre. C'est un des plus gros freins, j'ai l'impression. C'est extrêmement compliqué, puis je sais que c'est extrêmement compliqué aussi à mettre en place. Mais une question de facturation de plus ouverte, en tout cas, c'est quelque chose sur la table. Là, parce que si ce projet-là était à terme, pour m'en venir ici aujourd'hui, j'aurais pu utiliser donc cette application-là, dans laquelle j'aurais entré un profil, des préférences et tout ça. Partant de la maison, j'aurais peut-être marché jusqu'à la station-service. De là, un covoiturage. J'aurais pu embarquer avec quelqu'un qui est dans le service covoiturage. De là, il m'a rapporté jusqu'au train, le train jusqu'au métro. Le métro, peut-être, là, j'aurais pris le Bixi, comme une auto peut-être, je ne sais pas, pour m'en venir jusqu'ici, sauf que j'aurais payé une fois sur mon téléphone ou à la fin du mois. Donc, je n'ai pas à me demander mon titre, faut-tu que j'aille acheter? J'ai-tu l'application? L'idée, c'est de simplifier tout ça. Je veux revenir sur les données. M. Dionne, à STL, on parle de l'utilisation des données. Comment vous les utilisez en ce moment, vous, à la STL? Justement, c'est un très bon exemple. Là. Tu disais, si j'ai à faire un déplacement, j'utilise un calculateur d'itinéraire. Bien, déjà, à la base, ça prend des données pour faire un calcul d'itinéraire, aussi simple que ce soit. L'offre des différents partenaires, fournisseurs de services doivent partager ces données-là de très bonne qualité, là, parce qu'on s'entend qu'on ne veut pas te proposer un itinéraire qui serait erroné. Donc, la qualité des données, c'est la base pour que ça fonctionne. Il faut que chaque partenaire soit très conscient que les données doivent être très, très représentatives du service qui est offert. Puis j'amènerais même le volet temps réel parce que, évidemment, on a parlé de perturbations. Il faut être capable de partager des données de qualité des perturbations, mais aussi des offres de services. Si on parle d'une voiture comme une auto, d'une station Bixi ou d'un autobus, s'il n'est pas à l'endroit prévu lors du déplacement, on a un problème. Donc, il faut absolument qu'il y ait une plateforme d'échange des données en temps réel aussi. Puis pour donner quelques exemples, tu fais ton déplacement, tu choisis ton itinéraire, puis à un moment donné, tu te retrouves à l'arrêt pour attendre ton autobus. Déjà, nos autobus sont équipés avec un système GPS, avec un compteur de passagers. On est capable de t'informer à quelle heure ton autobus va arriver. Est-ce qu'il va arriver en retard? Ça va être quoi le nombre de personnes dans l'autobus? Puis ça existe déjà. Tu vas embarquer dans l'autobus, tu vas utiliser ta carte aux puces. Martin en parlait un peu, mais les données aux puces anonymisées, les transactions qui sont faites, on va les utiliser. Là. On le fait déjà aujourd'hui dans le quotidien avec toutes les montées, avec des estimations de lieu de descente pour savoir où tu vas te rendre. Est-ce que tu vas faire une correspondance, par exemple? Puis si oui, bien là, ça devient intéressant parce qu'avec toutes les correspondances qui sont faites sur le réseau d'autobus, on peut savoir c'est où les points de correspondance névralgiques, c'est où les correspondances qui sont importantes, puis lesquelles il faut optimiser en termes de temps. Puis si on change un horaire, ça va être quoi l'impact sur le client? Ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Le défi, c'est quand tu vas débarquer à destination, puis mettons, terminer ton itinéraire en Bixi ou en communauto, là, on est dans le noir. Là, nous, présentement, on ne le sait pas. On n'a pas l'information. Donc, vous avez vos propres données jusqu'à la fin du trajet de l'usager qui utilise votre service, mais à la fin de votre service, vous ne savez plus ce qui arrive. Là. Exactement. Donc, c'est ça, la mobilité intégrée, qu'est-ce que ça peut nous amener? Ça peut nous amener un partage, puis nous offrir l'option de se coordonner. Donc, si après votre service, on utilise Communauto et qu'avec ce service de mobilité intégrée, là, vous avez accès aux données de Communauto, bien, vous allez savoir ce qui arrive avec votre usager. C'est ça que je comprends. Exactement, exactement. Donc, du début à la fin, ça va nous aider à faire une coordination. Puis évidemment, en temps réel, on a compris, là, si jamais il y a une problématique puis ton Bixi n'est pas disponible, t'offrir via l'application des options, des alternatives pour que tu puisses te rendre à l'heure. Puis ça, c'est la clé.
Monsieur Viviani, j'imagine que chez Communauto, vos données à vous sont complètement différentes, de nature différente que celles des données à la Société de transport de Laval. Sont différentes, mais évidemment, on parle de mobilité. Donc, évidemment, on déplace des personnes qui partent d'un lieu, y arrivent à un autre, à une heure, est-ce qu'il y a la disponibilité là, etc. Et donc, il y a évidemment des analogies, et j'ai renchéri un peu sur ce que Vincent disait tantôt. La mise en commun des données, ça peut permettre, premièrement, de planifier des choses qui maintenant on ne voit pas. Okay? Il y a plein d'exemples, des choses déjà qui existent. Si vous regardez le déplacement des véhicules de Communauto, les véhicules flex, vous vous rendrez compte que déjà on fait dans certains secteurs de la ville du last mile, le déplacement du dernier kilomètre de la station du métro jusqu'au quartier qui est moins bien desservi et que c'est la fonction en fonction des horaires des offres de transport. Donc, à Honoré-Beaugrand, le matin, les véhicules s'accumulent autour du métro et c'est redistribué en soirée. La même chose pour l'est de Rosemont. Et on a là une possibilité de planifier une offre de services qui devient beaucoup plus intéressante pour les citoyens, mais que finalement, on ne fait pas parce que simplement, chacun, évidemment, on n'a pas un aussi grand échange de données. L'autre chose est que ça nous permet de créer des offres et de rendre visible cette idée de la multimodalité dont je parlais aussi au tout début. Probablement ici, personne ou presque personne sait que les abonnés de Communauto qui habitent en banlieue et qui ont un abonnement annuel au transport en commun peuvent prendre nos véhicules de Communauto pour se rendre à la maison, donc à partir d'un certain lieu. Et ils ne paieront pas pour le prix pendant la nuit. L'idée est, si tu es abonné au transport en commun, tu habites en banlieue, ton trajet normal que tu fais en train, en autobus, peut-être que quelquefois tu as besoin de le faire en autobus parce qu'il est trop tard, parce que, etc. Alors, tu peux prendre une voiture et revenir le jour suivant et tu n'as pas besoin d'avoir ta voiture pour faire tout ce déplacement-là. Et ce sont plein de détails comme ça qui existent et qu'évidemment on peut développer, mais qui peuvent être valorisés et suggérés est mis devant les usagers grâce à des plateformes basées sur un échange de données. Là. J'ai une Volvo à vendre. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Quand on parle d'échange de données, on a tout, de données personnelles, on a tous en tête ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, les scandales, les données, des vols de données, là, on parle d'échange de données, il y en aura une quantité incroyable. J'ai l'impression que ce terme-là inquiète les gens. Comment faire pour les rassurer, M. Perras? Bon, évidemment, quand on parle de l'échange de données, c'est un sujet très sensible. Déjà, au niveau de la loi, il y a des mécanismes, il y a des obligations qu'on a par rapport à l'usager qu'on doit respecter. Donc, il y a des mesures de sécurité à mettre en place. Il y a certaines données qu'on ne peut pas communiquer. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi une question de confiance. Donc, l'usager, qu'est-ce qui va faire que l'usager va avoir confiance? Je pense que dans ce qu'on veut mettre en place, il faut penser qu'avant tout, les données, il faut les voir plus comme un bien commun que pour une exploitation commerciale. Donc ça, je pense que ça va être un élément fondamental pour l'usager, s'assurer des différents mécanismes de protection. Quand on parle des partenaires, des différents joueurs, bien évidemment, il y a tout un défi de partage. Donc, comment on met en place... Bien évidemment, il y a des obligations mutuelles à respecter, des contraintes de sécurité, mais comment on met un véritable modèle en place pour partager l'information, pour pouvoir l'analyser. Donc, il y a quand même un certain défi. Donc, on parle souvent de gouvernance de données. Il y a différents mécanismes, des fiducies de données. Donc, il va falloir qu'on travaille, probablement aussi qu'on expérimente ensemble puis qu'on développe cette mécanique-là. Donc, ça, je pense que c'est un volet fondamental. Il y a beaucoup de bonnes pratiques dans le marché. Il y a plusieurs choses qui se font. On n'est pas les premiers. Là. Il y a entre autres la Charte de données de la Ville de Montréal qu'on peut s'inspirer. Donc, je pense que c'est vraiment d'avoir en tête vraiment une sensibilité par rapport à l'importance de l'information, puis de voir comment on peut mettre à profit tout le monde, là, tout en respectant la confidentialité. Et M. Desjardins, dans ça, il y a la gouvernance, en fait. Qui va gérer ces données-là? Il y a là peut-être la clé pour rassurer tout le monde.
Oui, en fait, la gouvernance vient préciser beaucoup de choses, là. Oui, il peut encadrer ces questions-là d'anonymisation puis de protection du public, des utilisateurs, mais il y a aussi un bénéfice en fait, s'entendre sur un certain niveau de qualité de la donnée, mais aussi de la standardisation. On n'est pas nécessairement intéressé par les mêmes types de données chaque opérateur. En transport collectif, par exemple, on peut être intéressé par l'achalandage qu'on va calculer dans quelqu'un qui rentre dans un autobus, mais peut-être que pour un service comme Bixi ou même comme une auto ou autre, c'est le temps d'utilisation qui est important. Donc, il y a des éléments comme ça qui peuvent amener des différentes lunettes sur la même chaîne de déplacement. Donc, s'assurer qu'il y a des standards, s'assurer qu'on parle des mêmes choses avec les mêmes termes. Ça peut paraître parfois simple de dire qu'il y a un utilisateur X qui a fait tel déplacement. Selon la lunette de l'opérateur, peut-être que ce n'est pas si simple que ça. Donc, ça, c'est un point important. Sur la question de la protection, c'est quand même un thème qui revenait même à l'époque quand la carte Opus a été introduite. Est-ce que ça protège bien est-ce que c'est anonyme? Est-ce que ça protège ça revient toujours, là, encore plus, ça revient actuellement on l'a vu récemment avec la pandémie, là, quand le gouvernement voulait utiliser des données de cellulaires et autres. Il y a des compagnies qui vendent des lots de données cellulaires qui sont anonymisées, donc les pratiques sont à des années-lumière de ce qui était il y a 10-15 ans dans ce domaine-là, loin d'être un expert, là, mais c'est un sujet récurrent. Puis on ne s'intéresse pas au déplacement de Nicole là, dans sa chaîne de déplacement, à moins que Nicole soit volontaire là, pour être cobaye là, d'une expérimentation en marketing ou autre. On s'intéresse, dans le fond, au déplacement comme tel, à la chaîne et non à la personne là, qui le fait. Cela dit, j'ai l'impression qu'on donne de nos données à chaque jour de façon volontaire ou involontaire, mais bon, je peux comprendre qu'il y a une crainte par rapport à ça. Monsieur Dionne, la STL, c'est gros quand même. Vous gérez déjà une grosse clientèle, c'est un énorme réseau. Vous avez vos propres données pour gérer votre réseau. Cette idée, tout d'un coup, d'avoir accès aux données de d'autres, de partager vos données avec d'autres, comment vous voyez ça? Excellente question. Je te remercie, je l'ai travaillé. Bien, en fait, si les citoyens, les clients ont comme souci de protéger leurs données, assurer une certaine confidentialité, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les entreprises aussi ont un souci de protéger leurs données? Parce qu'évidemment, des données, on le sait, là, ça a une valeur très importante, c'est une valeur stratégique. Connaître très finement les besoins de nos clients, bien, c'est la base pour développer notre offre de service. On a vu des exemples. Donc là, la question, c'est quand vient le temps de partager avec d'autres fournisseurs. Vous avez travaillé fort pour avoir ces données-là, peut-être pas toujours le goût de les donner à quelqu'un d'autre? Bien, c'est ça, exactement. Donc, quand on va arriver dans une plateforme de mobilité intégrée pour partager, quelles données on va être prêt à partager? Quelles données un fournisseur de taxi va être prêt à partager avec, par exemple, un fournisseur de services en vélo-partage ou transport en commun? Ça, c'est une question qui est cruciale parce qu'il faut aussi aller chercher la confiance et la transparence des différents partenaires qui font partie du système. Puis, donc, ça va être très important de mettre en place j'appelle ça une entité fédératrice, ou en tout cas quelqu'un qui va chapeauter cet échange de données-là, puis définir quelles données sont nécessaires, comment les partager, puis s'assurer que tout le monde ait confiance dans le système, puis que bref, tout le monde accepte de partager pour réussir. Puis, comme on l'a dit, j'ai lu un article, là, juste en m'en venant, dans le métro, « No data, no mass », mass étant l'acronyme pour mobilité intégrée. Ouais. Si on ne réussit pas à faire ce partage-là, c'est un enjeu qui pourrait mettre en péril la mise en place du projet comme tel. Peut-être juste revenir sur la question des clients puis des données personnelles comme telles. La transparence, ça va être super important. Puis, petite idée comme ça, si on est capable, via, par exemple, des panels comme aujourd'hui, mais de manière générale, d'expliquer aux citoyens, aux clients, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec leurs données, avec des exemples, puis leur expliquer que, dans le fond, c'est un pacte, hein, c'est un contrat qu'on a avec eux. Avec vos données, on est capable concrètement, par exemple, d'installer une nouvelle station Bixi à tel endroit parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin là. Et
qu'on soit capable de publiciser le fait que ces choix-là ont été faits en échange des données, mais on va peut-être amener les différents utilisateurs à avoir confiance dans le système puis sentir qu'ils contribuent, évidemment, tout ça chapeauté par des systèmes de sécurité puis du consentement et tout ça, là. Je vais dire quelque chose qui a l'air absurde, mais si la transparence est visible, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que ça va faciliter le projet. Quand je faisais le balado puis que j'entendais parler de ce partage de données-là entre les joueurs, en fait, mon premier réflexe, mais moi, je suis un optimiste puis je suis un gentil dans la vie, fait que j'ai fait « Wow, il me semble que c'est une opportunité pour tout le monde, tout d'un coup. » Tu sais, je donne des données, mais j'ai l'impression qu'on en reçoit beaucoup plus que ce qu'on en donne, et avec ça, on pourra sûrement améliorer notre service. Ma question est pour vous, M. Viviani. J'ai l'impression que ça peut être bénéfique pour Communauto, non? Absolument, absolument. Nous, on y croit formellement. Je pense que ce n'est pas tous les opérateurs de services de mobilité alternative qui croient ça, je veux dire. Mais certainement fait partie de l'ADN des Communauto. Cela dit, Communauto à Montréal a environ 3000 véhicules maintenant, dès qu'ils vont tous arriver, celles qu'on a commandées cette année. C'est quelques dizaines de milliers de trajets par jour qu'on enregistre, dont nous, oui, on s'intéresse à Nicole, là, parce que Nicole paye, parce qu'on lui donne une voiture. Il ne monte pas sur une voiture conduite par quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un physiquement qui prend nos véhicules, donc qui aussi on a une valeur, mais aussi qui peut faire des dommages, donc on doit s'assurer une notion de responsabilité ici. Exactement, etc., etc. Donc, on a toutes ces données-là, et donc il y a toute la question de la protection de la vie privée, qui déjà est difficile pour nous, et donc il faudra déléguer à un autre sujet la protection de ces données-là, leur effacement, etc., etc. Et après, il y a toute la question de la compétition, je veux dire, de l'autopartage en compétition. Il y en a eu à Montréal. C'est clair que Communauto n'a pas envie de mettre à disposition ces données d'une autre organisation qui pourrait venir faire la même chose à Montréal, peut-être avec des objectifs qui sont différents de celles, je pense, de réduire l'impact de l'automobile comme celle de Communauto. Et la clé, et celle-là, ce n'est pas seulement la clé pour la question des données, c'est aussi la clé liée à l'autre grand aspect qui est toute la question tarifaire. La clé est de bâtir un système de confiance entre les joueurs qui, à mon avis, se base sur le fait qu'on partage une stratégie et une gouvernance commune des données, évidemment, et de l'offre. Alors, il y a des modèles qui ont essayé aussi de s'implanter à Montréal, de mobilité intégrée, privée, oui, mes compagnies, par exemple. Et il y a différentes formes, mais je pense que nous, on croit que le seul qui peut fonctionner est celui qui est basé sur un écosystème local de joueurs de transport chapeauté avec un grand leadership de l'autorité publique. C'est la seule façon pour créer ce système de confiance. Par contre, il faut les deux. Il faut la leadership publique, mais aussi la gouvernance, le partage de les stratégies et du respect des joueurs. Alors après, on est capable de faire des compromis avec les taxis, avec d'autres formes de transport sur lesquels il peut y avoir des trajets en compétition. Vice-versa, ça devient impossible. C'est-à-dire, si on n'est pas certain qu'on peut dégager cette valeur à mettre ensemble les données, on ne le fera pas. Là. Ah oui, c'est sûr. Et là, c'est drôle parce que quand on entend parler de ce projet-là, on a l'impression que le gros défi, il est technique, alors que la technologie est relativement simple et déjà utilisée. Et l'être humain est quand même pas mal pour relever des défis techniques. Le défi, c'est de faire en sorte que tout le monde se tienne la main pour faire avancer ce projet-là. Et M. Trépanier, vous dites que la transparence est on en parlait déjà, mais la transparence est une clé importante, voire essentielle, pour que ce projet-là puisse voir le jour. Oui, absolument. On a justement un des projets de recherche qu'on fait actuellement. On a habituellement, moi je suis ingénieur, donc on travaille beaucoup sur les méthodes, le traitement des données, l'informatique, tout ça, mais on s'est adjoint des collègues, justement, un éthicien, un spécialiste en droit, une spécialiste en gouvernance, donc pour être capable d'aborder ces enjeux-là et de les intégrer à même nos préoccupations. Puis quand on parle des données, c'est drôle parce que vous en parliez un peu tout à l'heure, mais
on passe notre journée sur Facebook, sur Google, sur Instagram, qui utilisent nos données à qui mieux, qui nous servent à peine à recevoir une ou deux publicités ciblées. Puis au contraire, quand on parle de nos données de mobilité, bien là, à ce moment-là, c'est des données qui pourraient nous servir vraiment à nous, qui nous décriraient nos déplacements, donc qui permettraient d'aller chercher le plus de ces... en tout cas, moi, je suis persuadé que, comme Vincent le disait, avec exemplification, avec un engagement, un partage de données peut-être au début seulement des volontaires, là, un peu comme on disait tout à l'heure, les gens qui seraient volontaires. Il y a plein de gens qui seraient sûrement volontaires. Ça amènerait ce bouche à oreille, puis la façon de traiter ça, le sérieux avec lequel les autorités sont capables de traiter ces questions-là. Je pense que ça se vendrait de soi-même. Ce serait comme le Facebook de la mobilité. C'est un réseau social peut-être qui permettrait d'avoir des suggestions ou des façons de se déplacer et qui permettrait peut-être d'aller chercher, là, encore là, je me mets mon chapeau de futurologue, là, mais qui permettrait d'aller chercher aussi de s'adjoindre d'autres services que la mobilité seulement. Qui permettrait peut-être à l'usager d'avoir le plus possible de tirer profit de ses activités. On peut parler des livraisons intégrées, de pouvoir synchroniser ses livraisons, de pouvoir travailler avec des commerces, la restauration. Donc, il y a plein de possibilités. Mais au départ, c'est vrai qu'il faut sécuriser la question de l'intégration au niveau du déplacement individuel et collectif. Puis quand je parle de déplacement collectif, ça peut aller plus loin que le covoiturage. Ça peut aller aussi de synchroniser des gens qui vont au même endroit, simplement pour dire, bien, vous allez au même endroit, vous pouvez y aller ensemble, peut-être. Donc, ce n'est pas nécessairement juste dans la même voiture, ça pourrait être d'avoir des groupes. On peut aller très loin avec ces idées-là. Donc, l'idée, c'est de rendre le transport, les modes alternatifs attrayants, afin justement de se débarrasser du fameux dogme de l'auto solo, ou en moins de diminuer notre dépendance à l'automobile. Parce que l'automobile, c'est une drogue. Donc, cette dépendance demande à ce qu'il y ait justement une solution, je dirais, qui va au-delà de ce que les gens auraient imaginé. Donc, il faut développer notre imagination. Bien, j'ai l'impression qu'effectivement, la transparence va être la meilleure façon de faire passer l'idée, parce que je pense que l'idée de donner nos données. On le sait déjà. La grande majorité des gens savent qu'on laisse des traces à tous les jours à partir du moment qu'on magasine un peu, qu'on va sur les réseaux sociaux ou qu'on flotte sur le web. On le sait, on laisse des données un peu partout. Mais cette idée de transparence-là, parce que quand c'est moi qui décide de laisser mes données, même si je suis peut-être naïf, j'ai l'impression que j'ai fait le choix de le faire, fait que c'est correct. Quand tout d'un coup, j'ai l'impression qu'une entité prend en charge mes données. Ah là, mais cette idée-là de transparence, je pense, va faire une acceptabilité sociale plus facile. On arrive à la conclusion, en fait, de ce panel-là. Puis j'aimerais ça avant de passer à la période de questions, je ne sais pas si vous en avez, mais on arrive dans pas long. J'aimerais bien vous entendre, d'ailleurs. Juste rappeler pourquoi ce grand projet de mobilité intégrée nécessite le partage des données de tous les partenaires, autant pour l'individu et la communauté. Faire un petit wrap-up, en fait. Comment l'information générée par la mobilité intégrée peut favoriser une mobilité plus durable, améliorer la planification de nos milieux de vie, même. Monsieur Perras, je vous donne encore la parole en premier. Ça commence bien, en général. Bien, évidemment, les bénéfices en termes de mobilité durable sont énormes. Donc, je pense qu'on pourra en parler très longtemps. Réduction de la congestion, des GES, etc. Donc, je pense que c'est évident. Mais je pense que les retombées peuvent être beaucoup plus larges à court et à long terme. Donc, on peut envisager, quand on parlait de partage, on pense aux opérateurs, mais on peut penser aussi aux municipalités. Donc, à partir du moment où on a beaucoup plus d'informations sur les déplacements, il y a tout un potentiel pour une municipalité de repenser son architecture urbaine, de voir comment on peut améliorer même la santé des citoyens. Donc, ça peut avoir un impact au niveau du bruit, ça peut avoir un impact au niveau de la pollution. Donc, si on réduit le trafic. Donc, il y a vraiment un énorme potentiel en termes de retombées. Puis, je dirais que on parle de santé. Tantôt, on disait que pendant la pandémie, là, il y a de plus en plus de gens qui prennent la bicyclette, mais c'est une réalité. Donc, il y a quand même... la pandémie est un bel exemple. Il y a un changement de comportement. Puis, moi, pendant un certain temps, j'ai fait l'exercice d'avoir une seule voiture au lieu de deux. Bon, j'ai 2 voitures électriques, mais c'est pas grave. C'est un problème quand même. Et je me dis, avec la pandémie, il y a peut-être des gens, avec le temps, qui vont peut-être se rendre compte que maintenant que j'ai toute cette offre-là, on disait tantôt, à CA, ça coûte très cher une voiture. Bien, peut-être que je vais, à long terme, dire, bien, regarde, je vais avoir juste un véhicule automobile au lieu de 2. C'est très difficile de convaincre un auto solo
d'aller vers le transport en commun. Très, très difficile. On dit qu'on peut convaincre 5 %. Mais je pense qu'à long terme, puis les jeunes sont peut-être plus axés là-dessus aussi. Là. Donc, je pense qu'on peut aller vraiment modifier les comportements. Donc, je peux être naïf, là, mais je pense que dans 5, 10, 20 ans, on pourrait modifier les comportements, puis vraiment, comme certaines villes européennes, vraiment envisager là, une réduction importante, notamment du parc automobile. Déjà, l'utiliser moins. Ça serait déjà un point de départ. C'est ça, convaincre ceux qui font déjà du transport en commun d'en faire plus, ceux qui sont plus axés sur l'auto, de commencer à aller faire ces 10 modes alternatifs-là. Donc, M. Desjardins? En fait, c'est loin d'être une question simple, puis j'y réfléchis à partir de certaines interventions tout à l'heure. Je pense que l'outil doit avoir une orientation claire de viser plus de mobilité durable, ce qui n'est pas nécessairement évident quand on pense à certains grands joueurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs sociétaux qu'on peut avoir et qui sont incontournables. Donc, si l'application à Villeray me donne une tonne d'alternatives, je peux combiner comme une auto, Bixi, le transport en commun. À l'Assomption, peut-être qu'on va me donner peut-être des options qui ne sont pas nécessairement les options durables, parce que ça va être les plus performantes pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas assez d'offres, parce qu'on n'a pas agi sur les modes durables assez dans ces secteurs-là. Donc, il y a quand même c'est pas simple, parce qu'on peut se retrouver dans des situations où il faut vraiment que l'outil vise ça le plus possible dans ce qu'il offre aux usagers. En contrepartie, il ne faut pas non plus que les usagers se tournent vers d'autres outils contrôlés par des grands joueurs qui, eux, ne sont pas dans cette optique-là et ont une grande part du marché. Donc, c'est quelque chose essentiellement auquel on va faire face inévitablement. Un autre élément qui préoccupe, on a beaucoup parlé du bénéfice client, bénéfice perçu de l'usager qui va avoir des alternatives. On a également toute la question de comment on va utiliser tout ça pour mieux prévoir qu'est-ce qui peut se passer dans 10 ans, dans 15 ans, faire des meilleurs projets, répondre avec des interventions là, sur le territoire en matière de mobilité qui répondent mieux aux gens, peut-être anticiper même certaines choses. Donc ça, c'est quelque chose, dans le fond, dans l'évolution de nos modèles puis nos outils. Plus on va sur des outils qui vont s'adapter aux changements rapidement, qui vont être moins statiques, on va mieux faire notre travail puis on va réussir à répondre aux besoins. Monsieur Dion, la pandémie a changé le portrait un peu de la mobilité. Je me rappelle même qu'on m'a dit qu'il y avait un peu moins de transport ce qu'on appelle nord-sud, donc de la couronne vers Montréal, Montréal vers la couronne, mais qu'il y avait de plus en plus de transports qu'on nomme est-ouest, c'est-à-dire d'une banlieue à une autre, par exemple. Donc, ce projet-là, oui, mais la pandémie a changé le portrait. Tout à fait. Puis, par contre, le problème, on en a parlé un peu, c'est qu'on ne sait pas tant que ça. Parce que le volet qui nous manque, puis j'y reviens, c'est le volet des non-clients. Notamment chez nous, là, à la Société de transport de Laval, on est très bon pour planifier le service des gens qui utilisent notre service. C'est vrai que les gens qui ne l'utilisent pas ne laissent pas beaucoup de données. Hein? Exactement. Puis même dans le cas d'une plateforme de mobilité intégrée, c'est même pas certain qu'on va réussir à aller chercher de la donnée des gens qui n'utilisent pas un des services. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un contexte où la congestion est de retour, les GES sont de retour plus que jamais. Ça va être très important aussi de trouver une façon d'aller chercher le portrait de justement des nouveaux comportements des non-clients pour être capable d'ajuster l'offre qu'on veut apporter avec un projet comme ça, puis d'être capable de mesurer aussi l'impact. Ludwig en parlait, l'impact des objectifs qu'on va se poser, puis s'assurer que ça va dans le sens du développement durable. Donc, un portrait avant, un portrait après. Mais il nous manque les données que j'appelle le non-client. C'est quand même un défi, ça, aller chercher les données des non-clients, quand même. C'est pas évident. Non, mais en fait, il y a des sondages qui existent, il y a des enquêtes qui existent. La RTM travaille notamment avec les partenaires sur des enquêtes pour ça. Il y a des données, on parle des fournisseurs de données cellulaires, applications, puis tout ça. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça, mais je pense qu'il faut être curieux, il faut s'intéresser à ça pour voir si ça peut être utilisé dans un contexte éthique et tout, mais permettre aussi d'utiliser ces données-là pour le bien commun puis le développement des services de transport collectif, là, c'est super important. Puis je reviendrai peut-être en conclusion en disant que c'est avant tout un projet d'expérience client
ce qu'on souhaite, c'est les gens qui vont utiliser une plateforme comme ça soient tellement contents qu'ils veuillent recommencer, qu'ils veuillent le recommander. Puis si on réussit à faire ça, ben, je pense qu'on va avoir atteint notre objectif. Puis faut être capable, au-delà des enjeux puis des défis, de voir la finalité, puis qu'ensemble, ben, justement, on atteint un objectif commun. Monsieur Viviani, je lis ici dans vos notes qu'il faudrait synthétiser donc la vision pour simplifier finalement, pour que ce soit le plus facile possible pour l'utilisateur. Ben, tout à fait. Et c'est l'objectif de cette plateforme. Cette plateforme et le partage des données doit être aussi l'occasion pour développer les services. Hein? Certainement du transport en commun, mais aussi les autres services, parce que justement, on puisse offrir une multiplicité d'options au-delà de la voiture à la plus grande part de la population. Donc, il y a cette vision qui vient avec cette plateforme et cet échange de données, et aussi, c'est donner l'ambition. Alors, je sais que c'est difficile. Tu sais, il y a 25 ans, Communauto a commencé avec 3 voitures. Avant la pandémie, on avait 7% des ménages qui utilisent Communauto. Ça veut dire des ménages qui, dans 90% des cas, n'ont pas d'auto et donc qui utilisent la voiture 4 fois moins que le ménage correspondant qui a un véhicule. Je n'ai pas fait les calculs, désolé, je n'ai pas pensé. Après la pandémie, on doit être en 9-10% parce qu'on fait une croissance de 30% par année depuis 2 ans. Donc, je crois que cette plateforme doit aussi nous donner l'ambition de pouvoir dire dans 10 ans, dans 20 ans, on va parler d'une pénétration de 30-40% de la population autour du système de transport partagé, collectif, donc du transport en commun, etc., et qui permet de ne pas avoir besoin de posséder un véhicule. Donc, et c'est ça la vision qu'il faut bâtir, et aussi être un peu ambitieux par rapport à ça. Là. Peut-être plus d'avoir besoin ou d'avoir accès à une voiture électrique. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de véhicules sur le marché parce que Communauto les aura tout achetés. Tout à fait, tout à fait. Donc, peut-être qu'il n'y en aura plus parce qu'ils coûteront trop cher. Monsieur Trépanier, il y a une réalité de ce projet-là. Il est fantastique, mais en même temps, on vit dans des villes et dans des communautés qui ont été bâties autour de la voiture avec un réseau routier. Et là, tout d'un coup, implanter un système de mobilité intégrée représente des défis et l'accessibilité des lieux, l'accessibilité du service, c'est primordial pour que les gens y adhèrent. Oui, absolument. C'est-à-dire que nos espaces urbains ont été définis autour de la voiture, mais ce n'est pas impossible de les adapter, de les développer. Évidemment, ça peut prendre plusieurs années au niveau du développement des domiciliaires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le besoin est là, je pense. En tout cas, je suis peut-être un peu naïf, mais je pense que beaucoup de citoyens utilisent leur voiture parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix ou parce que c'est leur choix, mais qu'ils ne connaissent pas les options. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, qui est primordial. Il faut viser une transition durable de notre société. Donc la transition durable, c'est quoi? Ça ne veut pas dire de tout le monde demain matin, on leur enlève tous leur voiture. C'est simplement de dire, voici, il y a des options. Le projet de mobilité intégrée en est un, puis il y en aura peut-être d'autres. Il y a des infrastructures aussi à développer, on en a parlé. Il y a des services à développer pour rendre complémentaire tout ça. Et à terme, ça va mener à un développement urbain peut-être plus harmonieux. Puis on le voit déjà, il y a déjà des mouvements dans la région de Montréal qui vont permettre, et les gens en demandent. C'est-à-dire que c'est clair que ça va être difficile de convaincre tout le monde, mais il y a quand même, on parle beaucoup de coûts, d'inflation, il y a des gens qui vont être coincés. Et c'est pour ça qu'il faut leur offrir à l'avance, je dirais, une flexibilité qui va permettre justement à ces gens-là de dire « Ah ben oui, je suis coincé, mais je suis capable de m'en sortir » et non pas tout simplement les abandonner, comme de dire « Ben écoutez, arrangez-vous ». Puis c'est ça tout le début. Donc la question de la transition durable, au départ, c'est beaucoup lié à convaincre les gens. Mais après quelques années, les coûts vont augmenter, les contraintes vont augmenter. Donc, peut-être que les gens vont devoir aussi, on parle de carottes et de bâtons. Là. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, peut-être que ça va permettre d'aider
justement les clientèles un peu plus défavorisées. Puis quand je dis défavorisées, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont moins fortunés, c'est simplement qu'ils ont moins accès à cette flexibilité de service. Puis, c'est clair, les villes sont développées. On a une banlieue extrêmement étendue à Montréal, quoique moins qu'ailleurs. On pourrait toujours dire, bien, écoutez, c'est ça qui est ça. Mais non, je pense qu'on est capable. Puis, on en parlait justement, les déplacements plus locaux. Donc, si on arrivait déjà à convaincre les gens à utiliser des services de proximité, des services de mobilité pour les déplacements de proximité, ce serait déjà un bon pas. Pour ce qui est des déplacements plus longs, bien là, la pandémie a amené plus de télétravail, donc a peut-être un peu réduit ce besoin des déplacements plus longs. Donc, peut-être qu'on va être capable d'avoir des services plus adaptés. Et la question de l'obtention de ces données-là est primordiale. C'est-à-dire que si on n'a pas d'idée d'où est-ce que les gens vont, où est-ce que les gens, quels sont les besoins, bien, on ne sera pas capable d'offrir ce qu'il faut comme ça. C'est assez logique. Merci, messieurs. C'est vraiment intéressant. Mais la discussion n'est pas terminée. Bon, je suis en train de tout casser, désolé. Alors, j'ai vu des gens prendre des notes pendant cet échange. Si vous avez des questions, c'est le temps ou jamais. Il y a Simon qui est à l'avant avec le micro. Il ira vous rejoindre. D'ailleurs, je veux juste dire, Simon, c'est lui qui est allé faire la commission, qui a acheté ce qu'il y a à boire là. Il était bien fier. J'ai goûté, c'est vraiment très bon. Alors, c'est pour vous, hein, si vous voulez vous gâter. Là, Simon fait ça pour vous. Ça même, hein? Simon, il est content. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour un de... Oui, mademoiselle. Il y a une question ici à l'avant. Ah non, c'est monsieur en premier. OK, parfait. Je vais essayer d'être bref. François Séguin, j'habite à Laval, retraité. J'ai lâché l'automobile pour le vélo, la marche, le métro, le train et communauto. Donc, je vais être bref. Il y a plusieurs sujets qui m'intéressent dans tout ce que vous avez parlé. Moi, ça concerne l'expérience client au niveau de la facturation. Donc, je vous ai dit, j'utilisais le métro, le train et communauto. Présentement, communauto, j'utilise la carte opus pour débarrer. Pour prendre le métro à Montréal, je pars de Laval, j'ai une carte occasionnelle parce que, pour moi, je suis retraité, une carte mensuelle, c'est pas rentable. Pour aller à Saint-Jérôme, je prends le métro et le train, ça me prend une autre carte occasionnelle. Maintenant, ma question, est-ce que vous connaissez le système Clipper de la ville de San Francisco, qui, elle, a un système intégré avec 27 agences de transport, qui comprend le bateau, le train, le Bust, le Bixi qui est à San Francisco, etc. 27 agences, donc, qui ont dû avoir de la transparence et travailler ensemble. Et puis, il y a une carte, elle est gratuite, c'est la carte Clipper, et la carte Clipper peut être transférée sur un téléphone, iPhone ou générique. Donc, moi, j'ai connu Clipper par mon fils qui habite San Francisco. Quand il est venu me visiter cet été, je monte ça, mes trois cartes, il n'en revenait pas. Il me montre son système sur son téléphone. Il dit, moi, je veux m'acheter un billet, je pogne mon téléphone, clic, je l'agite. Puis, Clipper, si tu veux, tu peux mettre de l'argent, puis automatiquement, c'est rajouté. Tu n'as plus besoin de poser de questions, j'ai-tu assez d'argent? Parce que moi, pour savoir s'il me reste des passages, il faut que j'aille au guichet. Un voyageur, un voyageur qui décide de planifier, il arrive de Paris, il pourrait, sur son téléphone, planifier déjà ses trajets, mettre ses cartes. Donc, connaissez-vous le système Clipper à San Francisco? Connaissez-vous le système Clipper? Et sinon, y a-t-il un équivalent Clipper dans le projet? En fait, il y a beaucoup de systèmes similaires dans le monde, là, comme vous le disiez, qui ont des tarifications totalement intégrées ou avec un paiement crédité là, selon le mode. En fait, tout ce que vous allez être peut-être notre premier utilisateur de Concerto, mais tout ce que vous décrivez, c'est un peu l'ambition, je pense, derrière le projet. Oui, il y a l'information que l'utilisateur va avoir, les options, mais si on peut atteindre une intégration tarifaire entre modes de ce type-là, c'est un des objectifs d'aller vers ça, bien là, on se rapproche de ça. Ces systèmes-là sont souvent, ils sont très variables. Ce n'est pas toujours la même approche. L'enjeu, c'est toujours quand on travaille, par exemple, avec des partenaires privés, publics, comment on se partage, en fait, les recettes et tout ça. Mais du point de vue client, ce que vous avez décrit, c'est vers ça qu'on va. Une des premières étapes, on le fait avec le transport collectif. Avec une intégration tarifaire. Là, il y a déjà un an ou deux, on était dans des tarifications propres à chaque utilisateur. Il y a 10 ans, on était encore là sur des systèmes tarifaires qui se superposaient, qui n'étaient pas toujours cohérents du point de vue du client. Donc, la première étape de ce que vous avez décrit, c'est vraiment d'avoir intégré les 4
services de transport collectif dans la région à travers trois grandes zones, donc un type de tarification. On est passé de 700 titres à... Oui, c'est ça. C'est ce qui est souvent évoqué. Là. On était dans les 700 quelques titres à l'époque. Il y en avait énormément dans les couronnes, là, dans les anciens CIT qu'on appelait, là, première utilisation d'un acronyme, Conseil intermunicipaux de transport. Merci de le décrire. Qui ont été fusionnés sous EXO. Mais bref, la première grande étape du point de vue transport collectif, c'était vraiment celle-là, là, d'avoir une tarification unifiée. À partir de ça, on a un bon acquis pour aller avec Concerto, greffer des joueurs là, de la mobilité à travers une même application. Mais je ne connaissais pas cette application-là comme telle. J'en ai vu un peu partout dans le monde, mais on va la regarder avec plaisir. Parfait. Monsieur Viviani, vous vouliez ajouter quelque chose? Le choix de la carte au pouce et de la gestion anonyme des données, là, ça nous a bloqué depuis des années. Là. Parce que tout tourne autour de l'idée d'avoir un compte client, un lieu digital où l'information de paiement des différents trajets effectués se retrouve en même place et donc pour faire référence à une carte, à une application, etc. D'ailleurs, on développe une chose semblable pour un produit, pour un tarif spécifique avec le RTC à Québec. Et malheureusement, le choix fait évidemment à notre époque d'avoir des cartes au pouce qui sont anonymes, mais ça ne permet pas de connecter, sinon on n'a pas un compte client où on va insérer l'information sur la personne et sur les moyens de transport, on n'est pas capable de connecter l'utilisation de l'usager sur les différents modes de transport. Donc, il faut aller au-delà de ça. Je pense que c'est un des objectifs de Concerto. Peut-être on est capable. Ben oui, juste pour compléter, c'est un objectif. Puis évidemment, dans Concerto, il y a du court, moyen, long terme. Donc, on part déjà des initiatives pour avoir la capacité d'avoir beaucoup plus de flexibilité avec la carte au puce et de pouvoir émuler la carte sur le téléphone. Donc ça, on va être capable, là, c'est un projet qui part présentement à l'intérieur du programme Concerto. Là. À moyen terme, c'est beaucoup plus que ça. Donc à court terme, c'est plus le support. Ça ne règle pas tout, ça simplifie l'utilisation. Donc on peut payer, on peut acquérir des titres sur son téléphone. Mais on parle aussi de paiement a posteriori. Et là, on rentre dans tout le volet du partenariat. C'est-à-dire que tout le défi, un des grands défis, là, des deux grands défis, c'est vraiment le partenariat, toute la tarification. Donc, ce n'est pas juste de dire, OK, j'ai un téléphone ou j'ai une carte, je peux tout faire. Mais c'est aussi de dire, on intègre les différents modes de transport avec une tarification qui peut être à la fin du mois ou autre. Donc, tous ces volets-là font partie du projet Concerto. Mais évidemment, il y a des choses qu'on démarre maintenant, puis il y a des choses qui vont venir dans les prochaines années, mais c'est effectivement dans la portée. Et donc, on parle de billettique, c'est donc vraiment du renouvellement de la billettique comme telle. Puis aujourd'hui, les solutions dans le marché convergent. Donc, la billettique, puis tout ce qui est la mobilité servicielle, la mobilité intégrée, tout ça converge au niveau des solutions, et c'est là qu'on va. Non, mais on va pouvoir réutiliser ce qui est en... Oui, OK, effectivement. Les valideurs, présentement, ont cette capacité-là, effectivement. Et oui, ça fait partie de ça, tout à fait. On a une autre question NFC, ici, on vous écoute. Bonjour, merci pour la présentation. Je travaille pour les centres de gestion de déplacement métropolitains que vous connaissez. Les données sont essentielles dans la réalisation de nos plans de gestion de déplacement. Donc, j'ai une question qui serait, est-ce qu'un rapport périodique va être publié ou est-ce que certaines données seront accessibles en ligne comme celle de l'enquête OD, par exemple? Qui veut tenter une réponse? Monsieur Perras? Évidemment, on n'est pas rendu à ce niveau-ci aujourd'hui en termes de vision, mais c'est certain qu'il y aura sûrement des données ouvertes. Là. Donc, je pense que c'est un volet extrêmement important. Il y a toute une logique de voir qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on va pouvoir publier, mais oui, c'est le genre de choses qu'on va regarder comme tel. Un complément, parce qu'on a abordé la question de la protection des gens qui sont utilisateurs. Déjà, avec les enquêtes OD et autres, on a des couches de données là, qu'on partage, qui sont ouvertes publiques. Quand on tombe dans des questions, par exemple, de revenus et autres, c'est protégé. Donc, il y a moyen de travailler avec un masse de données comme ça là, et d'isoler les bonnes couches qui sont de nature publique, d'aller le plus possible les rendre disponibles en données ouvertes, puis
de protéger le public. C'est un complément parce qu'on l'avait en question tout à l'heure. C'est bon. Oui, Je me permets un complément du complément. C'est sûr qu'on mentionne depuis le début la valeur des données, comment ça va nous servir, puis tout ça, c'est certain, mais on est tout à fait conscient que tous les acteurs citoyens, corporatifs, communautaires ont un intérêt aussi à travailler avec la donnée pour développer des services aux communautés. Fait que c'est certain que je pense qu'il faut que ça fasse partie de la stratégie, qu'il y ait un niveau, tout en respect des différentes choses qu'on est en mesure de rendre disponibles, qui doit être rendu en données ouvertes parce qu'on va juste multiplier la belle valeur qu'on dit qu'on est capable de tirer d'un système comme ça. Bien, en début de rencontre, M. Perras, vous disiez justement que les données, ça doit être un bien commun, en fait. Et c'est avec cette vision-là, j'imagine que si c'est un bien commun, il y aura une accessibilité à ces données-là, à savoir si c'est un rapport ou il va directement sur le web. Est-ce qu'on a une autre question? Quelqu'un qui... Oui. Je ne sais pas si le micro est resté ouvert. Je pense que oui. Mais oui, on vous écoute. Moi, c'est une double question. Donc, dans un premier temps, je voulais savoir, c'est quoi vos moyens aujourd'hui d'évaluer le niveau d'adoption, peut-être plus tard, de cette application une fois qu'elle sera disponible? Comment est-ce que vous pouvez savoir à quel point les gens vont l'utiliser et en parler? Et aussi, la deuxième partie de ma question, c'est, vu que un des objectifs, c'est quand même limiter les GES. Est-ce que ça serait envisageable dans l'application de ne pas présenter certaines alternatives aux utilisateurs si celles-ci, on estime qu'elles sont beaucoup plus nocives ou ont des plus grandes émissions? On s'adresse ici aux futurologues. Qui veut répondre? Sur le dernier point, peut-être, je l'ai abordé tout à l'heure. J'évoquais le fait que l'application, si on veut qu'elle serve la mobilité durable, est-ce qu'il faut la teinter un peu dans le design ou dans ce qu'on offre? Puis je citais l'exemple de certains secteurs où l'offre, probablement que si on l'ouvrait aujourd'hui, puis on testait des choses, l'offre la plus intéressante à beaucoup d'endroits serait certainement de prendre l'auto individuel. Donc, en même temps, je n'ai pas de solution par rapport à ça parce que les gens, si ont l'impression de ne pas avoir accès à tout, ils vont se tourner vers d'autres options. Donc, c'est comme un équilibre fragile ou d'avoir la transparence de tout offrir en essayant de rediriger aussi les gens vers des options. Mais je pense que ça va nous mettre de la pression pour, si le taux d'adoption est bon, ça va nous mettre de la pression pour offrir des services plus durables dans certains secteurs en retour. Des choses qu'on reçoit comme demande actuellement à travers le service à la clientèle, des gens qui appellent, des plaintes, des choses comme ça. Là, on va avoir encore peut-être plus de pression pour offrir certaines options durables. Puis pour revenir sur la mesure, plus au niveau de la première question, parce qu'il y a beaucoup de projets à travers le monde, on en a identifié plus de 300, bien que c'est très variable. Il y a beaucoup d'initiatives dans le monde où il n'y a pas d'informations sur les retombées, où c'est difficile à obtenir. Donc, on travaille entre autres avec CEREMA, qui est un groupe européen qui travaille sur ce volet-là. Et il y a tout un volet mesure des bénéfices qu'on a initié. Puis évidemment, on travaille avec des partenaires. Donc c'est un volet qu'on initie et qu'on va déposer avec le plan d'affaires. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas se réveiller dans 2, 3, 4, 5 ans et dire « Ah, c'est quoi les retombées? » Donc, c'est quelque chose qu'on pense a priori. Développer des indicateurs. Il y a plusieurs mécanismes pour ça. Bon, évidemment, il y a les données, il y a enquête, il y a différentes choses qui existent. Si je regarde à Vienne, ils ont fait des sondages auprès des utilisateurs pour dire ceux qui l'utilisent, bien, comment vous l'utilisiez avant. Donc, il y a un ensemble de mécanismes qui va permettre de le faire, autant au niveau marketing, expérience client, sondage, au niveau des données qu'on va analyser. Ça, c'est un volet extrêmement important. Même je dirais, c'est pas une contrainte dans le sens qu'on m'a dit, bien, écoute, ce projet-là, il faut qu'on se donne la peine de mesurer les bénéfices à tous les niveaux. Et les bénéfices, c'est plus large. Ça peut être de mesurer aussi l'empreinte carbone, l'économie qui est faite par rapport à ça, etc. Donc, c'est prévu. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait peut-être cette idée dans le profil qu'on va entrer pour les trajets qu'on va avoir, d'avoir des trajets plus verts, entre guillemets. Donc, ça pourrait être une des solutions éventuellement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais aller voir monsieur, je vous reviens après. Ah, c'est vous en premier? C'est moi en premier. Ça fonctionne, je pense. Oui. Oui, c'est bon. Je vous ai entendu, M. Perras, vous avez parlé de fiducie de données en termes de gouvernance de cette information-là. Dans l'optique, évidemment, de donner confiance à tous les partenaires, c'est bien de procéder comme ça. Est-ce qu'on envisage de confier
l'opération d'un service de mobilité intégré à un organisme fiduciaire qui pourrait être un privé qui n'est pas opérateur de quelque chose, qui pourrait être une université, qui pourrait être d'autres partenaires. Comment vous voyez la gouvernance, pas juste des données, mais du système lui-même? Ben, en fait, on est au début. Donc, la fiducie de données, c'est une idée. Donc, je vais être quand même assez candide par rapport à ça, comme on commence. Aujourd'hui, on n'a pas assez ces éléments-là dans le détail. Donc, ce qu'on ne veut pas dire, c'est voici ce qu'on va faire. Ce qu'on veut faire, c'est plutôt travailler au niveau des partenaires. Donc, il va y avoir une discussion, puis parce qu'il y a un défi par rapport à ça. On parlait qu'il y a des données il y a des compétiteurs et tout, là. Fait que l'objectif, le rôle de l'ATM, c'est plus de jouer un leadership, mais on ne veut pas dire on fonctionne de telle façon. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une gouvernance, on va définir les rôles là-dedans, on va asseoir les partenaires autour de la table, et c'est là qu'on va regarder. La fiducie, c'est une bonne idée. Il y a différents, effectivement, mécanismes. Il faut avoir une confiance. Il faut que les gens disent, OK, on est confiant que, au niveau des différentes utilisations, mais on est confiant, par exemple, que si aujourd'hui on a dit, on ne vendra pas ces données-là, peut-être que dans 3, 5 ou 10 ans, il y a quelqu'un qui va arriver et va dire, ah, j'ai changé d'idée. Il faut mettre en place une pérennité, un mécanisme pérenne. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Fait qu'il y a pas, ma vision aujourd'hui, c'est une vision de partenariat. C'est-à-dire que ça ne sera pas tout seul, puis ça ne sera pas, c'est pas moi qui va le définir, donc on va être un ensemble de joueurs. Donc, c'est plus, à ce stade-ci, c'est là qu'on est. On avait une autre question, puis M. derrière ensuite. Oui, un autre sujet. Vos partenaires, que ce soit EXO, STM, Bixi, Communauto, ont des abonnements corporatifs. Qu'est-ce qui va en être des abonnements? Est-ce que vous allez avoir un abonnement corporatif qui couvre tous les services et que les employeurs vont pouvoir participer à ces abonnements pour leurs employés? Donc, le corporatif et la mobilité intégrée, ça se peut, ça? En fait, tout est possible. C'est un peu comme la gouvernance, puis la façon dont tout est possible. On pourrait aller sur quelque chose de très classique, là, comme on a actuellement avec on pourrait aller sur des forfaits intégrés avec certains types des passages de transport collectif, du transport collectif illimité, des heures de communauto, je pense que tout est vraiment ouvert. Il y a des modèles un peu partout là, qui fonctionnent avec des différents types de forfaits ou avec des tarifs intégrés ou non. Donc, l'optique, là, je pense que Sylvain, tu dirais la même chose que pour la gouvernance. Ça reste à définir. Vraiment, avec le type de joueur qui embarque, puis aussi le volet tarifaire. L'enjeu, peut-être juste du point de vue tarifaire, financier, l'enjeu, c'est quand on interpelle des joueurs privés ou qui sont à but lucratif, c'est comment il y a des services qui peuvent être déficitaires par définition, parce que c'est des services publics. Il y a des joueurs privés qui vont générer des revenus ou sont à but lucratif. Comment on combine ces logiques-là? C'est loin d'être simple, c'est certain. Là. Donc, effectivement, puis juste pour compléter, on va avoir la capacité de faire des offres intégrées, d'avoir des services à demande, de payer a posteriori. Ça, c'est la partie facile, je le dirais, c'est presque technologique. Donc, la capacité est là. Donc, le défi, c'est vraiment un défi de modèle d'affaires. Donc, quand on regarde à travers le monde, il y a différentes initiatives. Il y en a qui n'ont pas très bien réussi avec certains opérateurs privés. Donc, il y a une complexité par rapport à ça. Fait que le but, c'est vraiment, d'abord, une des démarches de Concerto, c'est l'expérimentation. Donc, c'est des choses qu'on a faites beaucoup. On le fait, entre autres, à la Ville de Montréal. Donc, ce qu'on va commencer, c'est expérimenter avec les opérateurs, expérimenter avec les usagers. Donc, de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis, il y a aussi une autre dimension qu'on ne parle pas aussi, c'est les solutions. Donc, présentement, on est dans un processus de qualification. Les différents joueurs dans l'écosystème qui vont nous accompagner pour la plateforme. Il y a différents modèles d'affaires également. Donc, ça aussi, c'est un élément qu'on doit regarder. Certains peuvent décider, on va facturer la transaction. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut au trajet? Est-ce qu'on va aller plus vers un autre modèle, plus public? Fait que, effectivement, c'est un peu la même réponse. Mais je dirais que le défi central là, au niveau des opérateurs, c'est vraiment trouver une façon d'avoir des tarifications que chacun gagne par rapport à ça, puis qu'au fond, l'ennemi commun, puis celui qui perd, c'est le conducteur privé. Donc, il y a comme un gain. Tout le monde est gagnant. Évidemment, c'est facile à dire. Donc, c'est un petit peu ça. Cela dit, non, c'est correct. Je crois que, je veux dire, évidemment, on verra après qu'est-ce que ça va donner dans le futur, mais c'est clair qu'il y a un élément stratégique d'approcher des groupes organisés comme des employés.
parce que du coup, on parle avec l'employeur qui va faire la promotion, etc. D'ailleurs, c'est le cas de TransLink qui a fait ses projets à Vancouver, transport en commun, autopartage, taxi, et qui est sur une carte avec une tarification unique, etc. Et que le projet pilote est dédié aux employés de certains employeurs. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire au niveau d'expérimentation. Petit complément. Je sais que les employeurs, souvent les employés vont demander des incitatifs ou ils vont vouloir offrir des incitatifs au transport en commun, mais là, il y a une partie des employés qui vont dire « Moi, je ne le prends pas, le transport en commun ». Puis ils vont dire « Ah, ben, mais là, peut-être qu'avec une offre qui est intégrée, donc où il y a toute une panoplie qui est offerte, ben là, tu viens justement intéresser beaucoup d'employés avec ton offre. Ça pourrait être super intéressant. Là, ça pourrait être au niveau... Et si la pénurie de main-d'œuvre persiste, peut-être ça peut être un bon argument pour attirer des gens chez nous. Puis au lieu de payer un stationnement mensuel, ben, on va payer des services de mobilité. Peut-être juste oui, un bien élément, sûr, bien sûr. parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a une question de capacité aussi des infrastructures. Tu sais, il y a 7000 Bixi à Montréal, un petit peu plus. Là, on ne pourra pas prendre tout le monde du métro et les amener au Bixi aussi. Fait qu'il faut aller au niveau des capacités qu'il y a, capacités résistantes, peut-être des périodes aussi plus creuses au niveau de l'utilisation. Donc ça aussi, ça va falloir rentrer ça en ligne de compte. Puis au niveau des entreprises, souvent, c'est très concentré, les horaires. Puis là, il faut travailler avec eux aussi sur le développement d'étalement des horaires, tout ça. Donc peut-être que ça va faire partie, une fois qu'on va avoir des meilleurs outils d'information aux futurs usagers, là, on va pouvoir plus travailler avec des scénarios. Ceci dit, au niveau financier, je pense que les gens ici le savent, mais le transport en commun n'est pas un service rentable. Communauto est une compagnie privée qui est rentable. Donc, il y a des arrangements à faire. Il faut regarder comment gérer tout ça. Donc, il y a beaucoup de défis. Puisque un peu ce qui était dit tout à l'heure, c'est que, bon, on a beau dire, OK, on offre un service auprès d'une entreprise, mais à ce moment-là, on amène une capacité, on amène des autobus, ça a un coût, là, ça a un coût social aussi. Fait que ça, c'est des questions qui vont venir. On parle d'investissement, on en a peu parlé, mais au niveau des systèmes de paiement, l'implantation d'Opus, ça a coûté 200 millions à peu près en 2009. Donc, c'est plusieurs centaines de millions d'investissements peut-être qui sont nécessaires pour en arriver. Mais c'est vraiment le choix sociétal. C'est le choix. Et tout ça dans l'optique, comme je vous disais, la transition durable, d'aller vers un système de transport plus durable. Et à ce moment-là, il y aura vraiment une décision de la société de dire on va vers ça, parce que sinon, on n'y arrivera pas. On ne peut pas juste... Parce qu'au début, moi, je suis persuadé que ça va être surtout les convaincus qui vont l'utiliser, puis ça, c'est normal. Hein. Les gens qui sont déjà dans le système, ils vont trouver ça encore plus merveilleux et plus flexible. Puis comme je vous dis, le défi, c'est d'aller chercher ceux qui n'ont jamais touché à ces systèmes. Une question ici. On n'a pas juste en limite, mais il me reste 2 questions, monsieur et monsieur. On va le faire. Non, on se sent généreux. Bonsoir tout le monde. Amin Smaoui, bureau du Taxi de Montréal. J'avais un premier commentaire, en fait, par rapport à monsieur qui parlait de San Francisco et Clipper, puis aujourd'hui, la tendance dans le monde fait en sorte qu'on est en train de quitter des systèmes fermés pour aller plus à une optique où est-ce que quelqu'un qui a des cartes de crédit partout dans le monde, qu'on soit de l'étranger, qu'on arrive à Montréal ou ailleurs dans le monde, on a tous des cartes de crédit, ça peut fonctionner. Donc, on délaisse les systèmes fermés pour aller vers des systèmes ouverts et des cartes de crédit. Ça, c'est la tendance dans le monde. On regarde récemment, depuis quelques années, New York qui a délaissé le MetroCard. Par rapport à plus au niveau de la RTM, puis j'essaie de faire le lien entre Chrono et Concerto. J'imagine que Chrono, c'est un élément dans Concerto ou c'est 2 projets séparés? Chrono est effectivement un élément dans Concerto, mais évidemment, Concerto est beaucoup plus large. Donc, on ne vise pas à terme. C'est important pour la RTM, les partenaires, d'avoir souvent une application mobile qui va permettre notamment d'expérimenter des choses. Chrono peut servir à ça, mais on veut quand même s'intégrer. Donc, on veut s'intégrer avec les différentes applications de marché. Là, on pense à Transit, Move It, parce qu'il y a différents voyageurs qui vont utiliser cette application-là. Donc, on veut un modèle ouvert. Donc, ça, c'est très important. Et on verra l'évolution de Chrono par rapport à ça. Vous parliez de paiement ouvert. Le paiement ouvert est prévu dans le projet. Puis on parle de systèmes de plus en plus ouverts. Je m'excuse, juste un mot anglais, account-based ticketing. Donc, effectivement, le paiement ouvert, c'est ce qu'on parle dès le mois prochain. Déjà,
On travaille avec la STL pour tout expérimenter ça depuis un certain temps. Là. Fait que ça également, ça fait partie du projet. Parfait, merci. Jardin, je pense que vous voulez... Ah, ouais. Allez-y, non, il y a un débat. J'avais juste un commentaire par rapport au monsieur qui travaille pour la STL. On regarde, vous avez parlé des non-clients, puis c'est très intéressant parce que je regarde des compagnies comme Waze qui sont spécialisées dans la congestion, puis ils sont à Israël, mais ils ont un grand membership au Canada, au Québec et à Montréal. Puis de travailler, de penser à la mobilité intégrée, mais de travailler à large au niveau de la congestion pour aller chercher les non-clients, pour pouvoir mesurer leur activité, étant donné que c'est une entité gouvernementale, on travaille avec des privés, donc il y a beaucoup de couches, des layers qu'on peut aller chercher au niveau du ministère, du MTQ, de la ville, pour pouvoir nourrir et stimuler une application ou une plateforme pour que les conducteurs puissent l'utiliser et leverager au niveau de leur déplacement, non seulement en auto-solo, mais après ça peut servir pour la mobilité intégrée. Donc ça serait un plus à défaut, si à défaut on ne peut pas avoir un partenariat avec des compagnies comme Waze, mais de créer notre propre système et de développer quelque chose qui a de l'allure. Peut-être qu'un jour, Waze va nous envoyer un message et nous dire « Tu aurais dû prendre l'autobus, tant pis pour toi ». Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à ce J'ai ajouté commentaire? quelque chose à la première intervention. Vous avez tout à fait raison par rapport au système fermé. Là, j'ai changé récemment en juin avec un collègue de Transport for London où ils ont un système qui s'appelle Oyster, qui est comme une carte un peu avec de l'argent qui peut être ajouté, puis c'est un paiement à l'unitaire. Il me disait que le taux d'utilisation de la carte versus la carte de crédit là, ça déclinait tranquillement. Donc, eux, j'ai l'impression que, dans le fond, un système comme Concerto nous amène un peu comme la piste d'atterrissage pour arriver là. Puis peut-être qu'on va sauter, dans le fond, une génération technologique parce qu'on a le système Opus. Quand on le compare dans le monde, effectivement, il y a certaines lacunes par rapport à ce qui a été évoqué ou au système à Londres, mais on va se retrouver à un moment peut-être où on va tout simplement sauter sur des systèmes tout à fait ouverts et c'est tout à fait dans la même lignée que l'ambition du projet de mobilité intégrée. Là. On a une dernière question ici. Vous voulez ajouter? Excusez-moi. Bien, je vais être très rapide, c'est correct. très bref, mais dans le fond, c'est un très bon point. Là. Travailler avec les villes, avec le niveau provincial aussi, ils sont très intéressés, évidemment, dans le développement ou dans la mesure des déplacements en auto. Puis, il y a des systèmes qui existent pour collecter de l'information, donc travailler avec eux pour aller chercher de l'information sur les origines, destinations, les déplacements en auto pour venir nous aider à faire notre développement. C'est sûr que c'est un élément qui est très intéressant. Puis, je rajouterais que c'est certain qu'on a toujours, en tout cas comme mangeur de données, là, on est toujours intéressé d'avoir beaucoup d'informations. Puis souvent, les applications qui sont développées, soit par une entité publique, vont nous amener beaucoup d'informations beaucoup plus riches que ce que les privés vont être prêts à rendre disponible. Puis ça, il faut garder ça en tête quand on développe un système comme ça. Alors, on évoque notre dernière question. Monsieur, on vous écoute. Ouais, finalement, vous m'entendez? Finalement, ma question, c'est par rapport à la collecte de données d'auto, parce que justement, on parlait de la richesse et la nécessité d'une bonne représentativité et de la qualité de nos données. Mais bon, vous l'avez plus ou moins déjà discuté avec la question, fait que je pense que ça a couvert. J'en profite par contre pour ajouter une autre chose. Il y a toute l'action du stationnement. Alors, les parcomètres, il y a tout du stationnement sur lequel il y a de la transaction. D'ailleurs, l'Agence de mobilité de Montréal pense à travailler autour de ça, donc probablement ça va être un des partenaires, j'imagine. Quand même, il y a des solutions comme ça qui doivent être pensées parce que, eux, via le stationnement, qu'il soit public ou privé, on touche à une bonne partie des usagers de l'automobile privée. Oui, allez-y. C'est juste que j'allais dire que pendant le stationnement, je viens d'avoir on a peut-être une opportunité, parce que là, on regarde la voiture actuelle, comment elle fonctionne, puis on se sent limité peut-être par rapport à ça. La voiture dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec les technologies dans les véhicules, il est évoqué souvent des idées comme, par exemple, au lieu de tarifer l'essence, tarifer les kilomètres parcourus. J'ai l'impression que les données auxquelles on va avoir accès dans le domaine de l'automobile dans 10, 15 ans, 20 ans, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, peut-être que tout simplement, on va pouvoir être même un peu paresseux, puis il y a des choses qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes éventuellement. Là.
moment d'attente des bénévoles volontaires de notre part. Merci de rester en ligne. Bonsoir. OK, je vais prendre celui-là. En tout cas, je vais prendre celui-là. Merci infiniment d'avoir été là. Juste vous présenter encore nos panélistes ce soir. M. Sylvain Perras, directeur exécutif technologie de l'information à la RTM. M. Ludwig Desjardins, directeur exécutif et modélisation, organisation et développement des réseaux à la RTM. Vincent Dionne, chef exploitation des données massives STL. Marco Viviani, vice-président développement stratégique Communauto. Et Martin Trépanier, professeur titulaire Polytechnique Montréal, titulaire de la chaire en transformation du transport et directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport. Ça ne se dit pas en un seul souffle. Alors voilà, merci infiniment, messieurs. C'était vraiment passionnant de vous écouter parler. Merci à vous d'avoir été là. Très agréable de vous savoir intéressé à ce magnifique projet. Et merci pour vos questions ô combien pertinentes. Et il reste de quoi boire. Alors, faites plaisir à Simon et prenez-vous quelque chose. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde.